Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique et de géostratégie d'Alain Juillet. Alors aujourd'hui, une émission un tout petit peu particulière où nous avions le sentiment avec Alain Juillet de devoir faire un point, je dirais presque un point d'étape sur ce qui se passe en Ukraine parce que ça va tellement vite. Et je pense qu'Alain Juillet aujourd'hui a pas mal de choses à nous dire. Oui, comme le disait Claude Médory, nous pensons qu'il faut faire un peu de temps en temps un point, sachant que le problème de l'Ukraine, et on a essayé de vous le montrer à travers les différentes émissions, les 5 émissions dans lesquelles on a parlé de l'Ukraine, on a voulu vous montrer des aspects différents du problème ukrainien. Parce que réduire l'Ukraine à l'opposition, je dirais, russo-ukrainienne, Poutine contre Zelensky, c'est vraiment réducteur et c'est complètement oublié quantité de choses et ça ne permet pas de comprendre la réalité. Alors, pour aller justement dans le sens de ce que vous venez de dire, d'abord, la première chose importante qu'il faut bien voir, c'est que nous sommes en train de rentrer dans l'hiver et que sur le plan militaire, tous ceux qui connaissent par exemple la guerre de 39-45 avec la bataille de Stalingrad, mais tous ceux qui se souviennent également de la grande armée de Napoléon allant en Russie, on sait que la guerre en hiver dans ces zones où il fait moins 30, moins 40 à certains moments, c'est évidemment quelque chose de terrible. Ça change complètement le problème. Et en réalité, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est la préparation de cette période très particulière qui sera l'hiver, dans lequel on ne peut plus faire, sauf exception, de très grandes manœuvres. On ne peut pas comprendre, si on oublie ça, on ne peut pas comprendre, par exemple, ce qui vient de se passer quand, en réponse à la destruction d'une partie, d'un petit morceau du pont entre la Crimée et la Russie, Poutine a répliqué en attaquant les centrales énergétiques, c'est-à-dire les centrales qui fournissent l'électricité. Bien sûr, la propagande va vous dire on attaque le civil. Pas du tout. En détruisant les centrales, ces centrales, en définitive, on coupe l'électricité, ça va réduire considérablement les possibilités de chauffage et ça supprime les possibilités d'échange par téléphone ou par moyen qui exigent des recharges électriques. Donc en définitive, on aggrave une situation à un moment où on sait qu'elle va déjà être très dure. Vous voyez, voilà un exemple, si vous voulez. Donc il faut faire très attention parce que tout ce qu'on raconte est souvent vu sous un prisme immédiat alors qu'il faut regarder beaucoup plus loin. Ce qui est sûr, c'est que depuis la guerre, il y a quand même un certain nombre de facteurs essentiels. Poutine a été trompé par son service de renseignement et a, dans un premier temps, pensé qu'en 3 jours, il allait faire tomber Kiev. D'où la percée des chars russes qui sont allés sur 60 km vers Kiev. Et l'attaque loupée contre un aéroport qui était à côté de Kiev par les spetsnaz russes. À l'évidence, ça a loupé pour 2 raisons. D'abord, les Ukrainiens étaient informés, donc ils avaient des informateurs de l'autre côté. Bon, certainement grâce aux Américains. Et de l'autre côté, on a eu un chef d'État, Zelensky. On peut dire ce qu'on veut de M. Zelensky, qui avant avait planqué son argent à l'étranger. Souvenez-vous les Pandora Papers, financé par un oligarque, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas clair. Mais là, eh bien, M. Zelensky, auquel on a dit le 2e jour, les Alliés ont dit « mais on va vous exfiltrer par hélicoptère », il a dit « non, moi je ne prends pas de taxi ». Et là, il s'est révélé un chef de guerre. Alors on peut aimer ou pas aimer, mais on a eu, donc première étape de la guerre, une erreur stratégique due au mauvais renseignement par les Russes, et d'un autre côté, affirmation d'un patron au niveau de l'Ukraine. Deuxième temps de l'opération, quand on regarde ce qui s'est passé, on voit que les Russes, quand ils ont compris qu'ils avaient loupé l'attaque de Kiev, ils ont rebasculé tout vers le sud en disant on va contrôler le Donbass et toute la côte, parce que ça les intéresse, sachant qu'il ne faut jamais oublier aujourd'hui que le vrai problème, au-delà de ce qui s'est passé là, c'est bien sûr le contrôle des provinces qui sont russophones par les Russes, mais c'est aussi le problème d'Odessa. Parce que le port d'Odessa est à moins de 200 km, il ne faut pas l'oublier, de la base de Sébastopol, qui est la plus grosse base militaire russe, base militaire marine russe. Si on installe une base de l'OTAN à Odessa, ça veut dire que
l'OTAN est à portée de tir nucléaire sur, en particulier, Sébastopol et peut anéantir la flotte russe. Hein? Évidemment, c'est insupportable. Imaginez en France si les Chinois s'installaient à Bastia. Vous croyez qu'on serait content? Souvenez-vous de Cuba. Quand les Russes sont arrivés à Cuba, 250 km de la Floride, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les Russes, les Américains ont dit qu'ils étaient prêts à déclencher les guerres nucléaires. Donc on voit que là, c'est là où est le vrai problème aujourd'hui. C'est dans cette zone. C'est la neutralité, sous une forme ou sous une autre, de cette zone-là. Donc il y a des manœuvres militaires qui se passent par là avec une avancée au départ des Russes, assez lente d'ailleurs, hein, qui a montré qu'ils avaient des problèmes techniques avec leur armée, et puis un repli, comme vous avez pu voir, un retrait, hein, et même une défaite dans la partie nord, hein, c'est indiscutable, hein, des Russes. Alors on se dit, mais comment ça se fait cette grande armée russe? Mais ce qu'on oublie, parce que personne n'en parle, hein, c'est que les Russes n'ont qu'un budget égal à 1,5 fois celui de l'armée française. C'est ça qu'il faut voir. Les Russes ont un budget qui n'est pas énorme pour le plan militaire. Donc, en définitive, ils sont, comme on dit chez les militaires, en limite de potentiel. On le voit bien. Ils n'ont pas assez d'hommes. Il manque, dans certains cas, de moyens militaires, hein, pour pouvoir continuer leurs attaques, évidemment. Et de l'autre côté, il faut savoir que les Américains, dans le cadre de l'OTAN, ont fourni aux Ukrainiens l'équivalent en 8 mois du budget total français au point de vue matériel de défense. Vous vous rendez compte? Les Américains ont fourni aux Ukrainiens tout ce que la France verse dans le fameux budget militaire annuel pour le matériel. Alors si vous ajoutez à ça les autres pays de l'OTAN comme la Pologne, comme l'Angleterre et autres, on s'aperçoit que les Russes, là, ils n'avaient pas prévu visiblement ça, cette résistance de l'OTAN. À travers l'OTAN, les pays occidentaux sont en train de fournir un volume de matériel, et bien sûr accompagné par les hommes qu'il faut pour entraîner les soldats ukrainiens, qui font que le sort de la guerre, il est pas clair. En tout cas, les Russes ne peuvent plus espérer gagner comme ils pensaient. Ce qui fait qu'à l'évidence, c'est clair, on va vers une négociation. La question c'est, quand se passera la négociation? Est-ce que ce sera après les midterms américaines, si comme tout semble l'indiquer, hein, ce sont les républicains qui gagnent? Or les républicains sont visiblement plutôt orientés pour faire la paix avec les Russes pour pouvoir s'occuper de la Chine, tandis que les démocrates, parce qu'ils ont beaucoup investi, souvenez-vous du fils du président Biden, ils ont beaucoup investi en Ukraine, les démocrates, eux, veulent taper sur la Russie parce que c'est le vieux concept néoconservateur qui fait que la Russie doit être écrasée parce que c'est l'ennemi. Le problème, c'est que l'ennemi aujourd'hui, c'est plus la Russie, c'est la Chine. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, un dernier point que je voulais signaler aussi, avant que vous écoutiez tout ça, c'est un point particulier mais très intéressant, c'est cette fameuse histoire des pipelines, hein, de cette fameuse histoire des 2 pipelines de Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui ont explosé près de l'île de Borum. Alors, bien entendu, moi je ne vais pas vous dire qui a fait le coup, parce qu'on ne le sait pas encore. Il y a une enquête en cours, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête ne dira pas qui a fait le coup. Pourquoi ? Parce que le coup, il n'a pas été fait, évidemment, c'est une évidence, il suffit de réfléchir 15 secondes, il n'a pas pu être fait par les Russes. Les Russes n'avaient aucun intérêt à couper un pipeline qui était déjà arrêté, mais par contre, qui, si les Allemands demandaient de le réouvrir, pouvait être réouvert instantanément. Et c'est là la clé du problème. En réalité, l'Allemagne, le mois dernier, commençait à bouger parce que l'industrie allemande, cet hiver, va connaître une récession comme jamais elle n'en a connue. C'est ça qui est terrible, à cause des sanctions. Tout le monde a pris conscience en Allemagne que ça va très mal, que l'Allemagne va perdre une partie de tout ce qu'elle avait accumulé comme capacité économique. Et donc, en Allemagne, il y a toute une tendance pour dire mais il faut reprendre du gaz, négocier avec les Russes, et voilà, c'était la tendance. Donc, comment faire pour éviter ça? Eh bien, d'abord, c'est simple. On coupe le pipeline, mais comme le pipeline est entre les Russes et les Allemands, on le fait sauter. Je reviendrai sur la technique. Deuxième élément de ce problème, il faut voir les choses telles qu'elles sont, c'est qu'aujourd'hui, qui fournit le gaz
aux Allemands. Essentiellement, on le voit bien, c'est du gaz de schiste venu des États-Unis, qui est vendu 4 fois plus cher aux Allemands, et à nous tous d'ailleurs, que le gaz qui est vendu aux États-Unis, aux Américains. Donc bénéfice, profit considérable. Donc il y a un intérêt économique, évidemment, à ce que le Nord Stream 1 et 2 ne marchent pas. Il y a un intérêt politique, c'est que l'Allemagne ne fasse pas machine arrière dans le temps en disant « mais nous, la situation économique est trop grave, on va lâcher ». Donc on voit bien que l'intérêt de faire sauter le pipeline, il ne se passe pas du côté de l'Est, c'est plutôt des pays, dans l'Ouest. Alors, dernier point maintenant, c'est sur la technique. Il faut regarder, dans une émission qu'on avait faite sur l'OSINT, qui a intéressé beaucoup de monde, il faut regarder ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les internautes ont repéré sur la zone où on sautait les pipelines, les deux pipes, les gas pipes, ils ont repéré 3 bateaux américains qui ont tourné là-dessus les jours précédents, dont l'USS Fairseige et l'Ignatius. Et le Fairseige, c'est un bateau qui est équipé pour travailler sur les fonds marins. C'est un peu suspect quand même. Alors vous me direz, oui, mais les autres, ils ont fait ça par en dessous, avec des engins sous-marins, ou des sous-marins même. Il faut savoir que ce passage-là, c'est le passage de la Baltique vers l'océan Atlantique. C'est bourré de matériel de détection mis par les Alliés pour surveiller les sorties de sous-marins russes, vers l'Atlantique. Donc on ne peut rien faire dans cette zone qui ne soit pas enregistré. C'est impossible. Tout est enregistré, tout se sait. Donc autant vous dire qu'un sous-marin russe qui serait baladé dans le coin, on l'aurait vu, on l'aurait repéré immédiatement. Mais vous voyez, tout ça, ce sont des faisceaux de convergence. Moi, je ne vais pas vous dire qu'il y a des preuves. Mais par contre, il y a 2 choses qui m'ont beaucoup interpellé depuis. C'est que chaque fois que les Russes font un mauvais coup, vous avez pu remarquer tous nos dirigeants européens qui crient, et on l'a vu récemment encore justement sur le bombardement des centrales énergétiques, tous nos chefs d'État disent c'est scandaleux, c'est inadmissible. Et là, silence total. Silence total, pourquoi? Posez-vous la question. Et le deuxième élément, c'est une émission de Fox News, je cite l'auteur, Forrest Tucker, qui est un éditorial de Fox News, et qui aux États-Unis a dit « Dans ce qui vient de se passer, donc l'affaire des pipelines, c'est scandaleux. » Le président Biden a fait quelque chose de scandaleux. Il a fait une catastrophe écologique en faisant ça, puisque tout le gaz qui est parti, qui est monté dans l'atmosphère, représente, écoutez bien, 2% de la pollution totale parisienne, de la zone de l'Île-de-France, équivalente à 2% de la zone de pollution de l'Île-de-France. C'est-à-dire c'est énorme. Et Tucker dit, comment nous, Américains, qui prêchons l'écologie, on a pu faire une horreur pareille. Alors, moi, je ne sais pas quelle information il a. Et bien sûr, Fox News, ce n'est pas les amis du président Biden, donc il faut se méfier. Il faut se méfier de tout dans cette affaire. Mais ce qu'il me semble, c'est qu'il y a quand même un faisceau de convergence qui interpelle vraiment et qui sont parfaitement compréhensibles du point de vue, effectivement, d'un des acteurs de ce conflit. Alors, c'est ça que je voulais dire là-dessus, sans prendre parti, parce qu'une fois de plus, il faut toujours essayer de regarder tout et on peut avoir des surprises car tout est possible dans ce genre d'affaires. Pour terminer, je voudrais insister sur une chose, c'est que ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que, en définitive, la situation se stabilise. Alors je disais pour le froid, pour des questions d'approvisionnement militaire, des questions d'équilibre des forces, mais la situation est en train de se stabiliser. Donc tous les éléments sont maintenant réunis pour que réellement s'engage une négociation. Parce que s'il n'y a pas de négociation, les sanctions vont tuer l'Europe au détriment du reste du monde. Et ça, c'est catastrophique. Donc il faut absolument qu'on se reprenne. Alors il ne s'agit pas de céder devant les agressions, il ne s'agit pas d'approuver des horreurs, ce n'est pas du tout ça. Il s'agit de trouver une solution qui permette à chacun de retrouver une vie à peu près normale, et pour la France, parce que nous en avons besoin, de pouvoir redémarrer, parce qu'à
avec une Allemagne qui va rentrer en récession, et sachant que l'Allemagne est le premier partenaire économique de la France, personne n'en parle chez nous, mais il est évident qu'on va avoir des retombées terribles en France de ce qui se passe en Allemagne. Donc, un, il ne faut pas s'en réjouir, et deux, attention à nous, parce que ça ne va faire qu'aggraver une situation qui est déjà, reconnaissons-le, très branlante. Eh bien, Alain Juillet, merci. Là, je crois que vraiment, c'est toute la démarche et toute la preuve que Open Box TV, en tant qu'espace de liberté et d'expression pour des analyses très pointues, et seul vous pouvez apporter ces analyses avec un certain nombre d'informations peut-être importantes. Vous retrouverez des petits extraits de nos émissions où nous avons abordé depuis plusieurs mois ce conflit sous différents aspects. Le rôle et le poids de la religion orthodoxe dans ce conflit, l'aspect cyberguerre, l'aspect diplomatique. Et donc, vraiment, vous allez retrouver dans ce petit montage de nos différentes émissions un 360 degrés de ce conflit. Et je remercie tous nos internautes de nous suivre sur openboxtv.fr. On est dans un monde fermé. Or, je crois que pour comprendre ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, il faut élargir la vision, il faut sortir de ce monde manichéen dans lequel on s'est mis tout seul depuis maintenant quelques mois, il faut pour aller plus loin. Mais celui qui commence la guerre porte une responsabilité historique et vous la porterez longtemps si vous commencez. C'est un peu ça. Donc quand on commence une guerre, on en porte la responsabilité historique et ça, je crois que c'est un point terrible mais qui va peser sur l'histoire future. Oui, absolument, oui. Et donc qu'une coopération très intensive commençait à prendre forme entre l'Ukraine et l'OTAN et on en a vu les effets parce que s'ils se battent bien, c'est qu'ils ont appris. Hein, c'est clair. Ils ne se battent pas comme les Soviétiques ou comme les Russes. Ils se battent différemment. Ils se battent différemment. Donc, et je pense que Poutine a parfaitement compris que le temps jouait contre lui. En fait, François Hollande avait invité Poutine à venir pour l'anniversaire du débarquement, le 4 juin, au 6 juin, pardon, en 1944. Et en fait, Obama s'y était opposé. Et à l'époque même, Hollande avait été obligé de faire deux dîners, parce qu'Obama ne voulait pas voir Poutine. Et donc, il y a eu un souper avec Poutine et un dîner avec Obama. Ouais. Et à Deauville, Obama a salué de loin, comme ça, de loin Poutine, mais en revanche, Poroshenko, le nouveau président ukrainien, Merkel, Hollande et Poutine ont travaillé pour créer une sorte de format Normandie pour apporter leur caution à un futur accord. Mais l'erreur fondamentale, l'erreur psychologique, qui fait que probablement même les services secrets ont été induits en erreur, c'est que les Ukrainiens de la rive gauche du Dniepr, ils se sentent russes de culture, ils se sentent très proches des Russes, mais ils sont quand même Ukrainiens. Et moi, je l'ai testé en réunissant des Ukrainiens à Moscou, en disant « mais vous êtes Russes ou Ukrainiens ?» Et ils nous ont dit « non, on a envie de faire nos courses à Moscou, on parle russe, on est de culture russe, etc. » Mais notre patrie, c'est l'Ukraine. Et ça s'explique par une chose, c'est qu'il y a beaucoup de peuplements variés sur la rive gauche du Dniepr, mais le cœur du peuplement, ce sont très souvent, c'est la cosaquerie. Ce sont les gens qui fuyaient l'esclavage et qui fuyaient le régime autoritaire russe. Sébastopol est une ville russe. Odessa est une ville russe qui a été fondée par Catherine. Mariupol est une ville russe. Mariupol a été... Kherson, pardon. Kherson a été fondée par le grand-oncle de Pouchkine. Il n'y avait rien, c'est une ville. Donc, alors ça, c'est la troisième partie de l'Ukraine dont je parlais, qui est une Ukraine totalement multiethnique, multiculturelle, mais qui était unifiée par l'Empire russe. Mais là, vous aviez des Grecs pontiques, des Juifs, des Russes, des Ukrainiens, des Cosaques, des Bulgares, des Serbes. Donc, et ça tenait dans le cadre de l'Empire. Mais ça n'a jamais été ukrainien stricto sensu.
à la différence peut-être de l'ouest de l'Ukraine et de Lemberg, Lvov maintenant, etc. En fait, c'était de dire la Crimée, et il faut le dire, n'a jamais été ukrainienne, sauf depuis en fait 91. Sérieux, parce que même jamais été. 54, c'était un geste symbolique, puisque de toute façon le Parti communiste tenait tout. Donc le geste de Khrouchtchev en 1954 n'est pas significatif. En revanche, 91, oui, là les Russes ont lâché la Crimée. Et puis 94, quand ils ont désarmé nucléairement l'Ukraine, ils ont réitéré l'abandon de la Crimée. Et 97, l'accord de coopération entre l'Ukraine et la Russie, ils ont à nouveau lâché la Crimée. Mais il n'en reste pas un que malgré tout cela, et quand on regarde d'ailleurs les votes de la Crimée par rapport au grand référendum, on voit bien que la Crimée n'est pas ukrainienne. Elle ne l'a jamais été et elle ne s'est pas montrée ukrainienne par la suite, même si à une très faible majorité, ils ont voté l'indépendance de l'Ukraine en 91. Donc ils ont la capacité, le jour où ils auront décidé que les Russes sont suffisamment fatigués, épuisés, et qu'ils ont tiré les bénéfices de tout ça. Et le bénéfice, ils l'ont tiré, parce que maintenant, l'Ukraine sera toujours anti-russe. C'est fini après cette guerre. Fini, oui. Donc, à la limite, peut-être qu'un jour, ils décideront. Mais c'est dans longtemps. Parce que actuellement, on est dans une phase de guerre de position. Et donc, les Russes ont mis énormément ont eu énormément de mal à conquérir le Donbass. Maintenant qu'ils l'ont, ils se renforcent. Et c'est toujours plus difficile d'attaquer que de se défendre. Donc, en fait, pour qu'il y ait un changement diplomatique, il faudrait qu'il y ait un changement sur le terrain. Parce qu'on s'aperçoit, avec l'histoire de l'Ukraine, il y a plein d'enseignements à tirer de cette affaire d'Ukraine, hein, au-delà des prises de position idéologiques, où on est d'un côté, on est de l'autre, on refuse de voir un certain nombre d'évidences parce que ça ne plaît pas. Non. Ici, à Open Box TV, on est là pour regarder les choses en face, et puis pour essayer d'en tirer les leçons. La réalité, c'est que depuis 2022, avec ce qui se passe en Europe, nous avons effectivement un État membre du Conseil de sécurité, qui s'appelle la Russie, qui agresse un autre pays en Europe, et un pays qui n'est pas si loin de chez nous. Donc on est maintenant concerné par une vraie guerre, parce que les autres guerres que nous faisons, c'est des guerres d'un autre type, dites de haute intensité, un terme d'ailleurs qui était utilisé par nos généraux depuis plusieurs années, qui nous mettait en garde. Attention, la guerre haute intensité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement mettre sur le terrain tous les moyens militaires, je dirais, conventionnels, capables de détruire l'adversaire. Les Russes avaient en gros 4200 pièces d'artillerie, hors missiles, et les Ukrainiens en avaient 1800. La France, c'est combien? C'est en gros 130 pièces d'artillerie, plus 120 mortiers, de 120 mm. Donc 250 pièces. Donc vous voyez, on ne peut pas vraiment agir avec ces capacités. Nous sommes des capacités réduites, c'est même pas une portion congrue, c'est presque une portion incongrue, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de se faire appuyer au sol par une artillerie digne de son nom, même si elle est performante. Quand vous avez 13 lance-roquettes multiples, 13, que pendant la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, 170 ont été détruits dans le conflit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc nous n'avons plus les capacités. C'est comme les canons César. On donne 12 canons César, qui a un régiment qui a pratiquement perdu alors en fait, c'est 18 sur les 72 ou 76 qu'on avait. Oui. Bon, déjà, ça fait un... Bon, allez, on fait un quart. Un quart. Oui, mais c'est énorme. Pour faire un canon César, il faut en gros 2 ans. Voilà. Bon, déjà, et en plus, il faut l'acheter. Parce que là, on ne l'a pas recommandé depuis. Alors, je crois qu'ils en parlent. Ils en parlent. Ah bah, ça va, donc, ça veut dire dans 2 ans et demi, on pourra peut-être avoir nos 12 canons qui nous manquent. Voilà. Mettons ça sur l'Ukraine. Accord expéditionnaire russe entre 150 000 et 200 000. Une force ukrainienne qui correspond à peu près à la même chose avec les brigades territoriales. Nous, on n'est rien par rapport. Ils ont plus d'hommes, plus de munitions, plus d'armes que nous. Des deux côtés. Des deux côtés, voilà. C'est le thème de l'orthodoxie, c'est-à-dire de la religion orthodoxe qui, sur le problème de l'Ukraine, est en train de se séparer en plusieurs morceaux avec des interprétations différentes. Et on peut le dire, une forme de fanatisme religieux qui n'est pas, et je pense qu'on en parlera après, qui n'est pas sans rappeler d'autres modes d'accélération, je dirais, du radicalisme religieux. Je pense qu'il faut bien se mettre en tête que la Russie, à l'époque c'était l'Union soviétique, avait totalement éradiqué les systèmes religieux. Dans le système communiste, c'était absolument interdit. Il n'empêche qu'il y avait encore
en partie les babouchkas, les vieilles femmes, hein, qui étaient attachées à cette religion orthodoxe. Et donc, à l'époque, le pouvoir avait mis, au KGB, avait nommé un responsable qui était le patriarche, hein, de Moscou, mais dont tout le monde savait qu'il était un homme des services de renseignement et qui contrôlait cette population qui n'était pas violente, mais qui les gênait quand même parce qu'elle n'était pas communiste, c'est clair. Et donc, le système a fonctionné. Et à travers l'orthodoxie, Poutine avait une influence sur tous les pays, parce qu'on parle de l'Ukraine, mais tous les pays autour, les anciens pays communistes dans lesquels il y avait des orthodoxes. Et il y en a beaucoup. Et ce qu'on a assisté, à partir de 2019, le patriarche Bartholomé, donc le patriarche orthodoxe, parce que c'est lui le chef, hein, de l'orthodoxie, lui par contre a dit mais on va carrément séparer, puisque maintenant il y a eu des séparations géographiques et autres, il faut complètement séparer. L'Ukraine a son patriarche, et il a fait un peu partout, il a organisé une certaine indépendance, qui évidemment a mis en fureur le patriarche de Moscou, comme vous l'avez, mais également qui a mis en fureur Poutine. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, les Russes sont appuyés, bien sûr, le combattant russe dans l'affaire de l'Ukraine, en lui disant « tu défends l'orthodoxie russe », c'est quand même plus simple de lui dire que de lui dire « tu vas faire une guerre de conquête dans un pays qui n'est pas le tien ». Si vous voulez, ce sentiment de l'Église orthodoxe d'avoir été manipulé, instrumentalisé, combattu, fait que c'est un facteur d'identité qui est d'autant plus fort dans l'identité russe qu'ensuite, en 1917, c'est le pays qui va appliquer la laïcité la plus militante et la plus violente. Et donc, finalement, dans ce pays, une des seules formes d'opposition au-delà des babouchkas, ça va être à un certain moment de se reconnaître, si vous voulez, dans ce qui constitue une identité russe, c'est-à-dire l'orthodoxie. Et donc, on est aujourd'hui dans cette situation où, effectivement, Poutine a bien compris le phénomène, il ne peut plus trop compter sur le discours communiste, mais effectivement, comme tu l'as dit, il a instrumentalisé ce qui restait de cette croyance, qui est probablement populaire et effectivement plutôt vécue que pensée, si vous voulez. Et donc, évidemment, quand il va se lancer dans cette guerre contre l'Ukraine, il va compter un peu sur ce rapprochement avec le patriarche Kirill, qui effectivement est un individu dans la plus pure tradition de ces leaders religieux qui pensent que la guerre est une bonne manière de propager la révolution. Quoi. Et la religion, pardon. Le lapsus est intéressant. Nous allons traiter du problème de la cyber en partant bien sûr de la guerre en Ukraine, la guerre cyber sur l'Ukraine, mais en essayant ensuite de l'élargir parce que le problème c'est l'inclusion de la cyber dans la guerre totale et aussi bien pour les États que pour gérer les groupes criminels puisqu'ils ont aussi beaucoup d'importance. Est-ce qu'on est dans cette guerre totale, est-ce qu'en définitive, ce qui se passe en Ukraine n'est pas une version plutôt soft, d'après ce qu'on voit, de ce qu'on pouvait craindre ? Pour moi, je pense qu'il faut élargir même à ce que j'appelle une guerre de l'information, qui est plus générale que la cyber. On voit bien qu'il y a une vraie guerre de l'information des deux côtés. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'utilisation finalement de ce qu'on appelle l'OSINT, hein, disons l'information ouverte, qui est omniprésente et qui est due au fait que tout le monde a un téléphone portable. Hein, et parce qu'actuellement, l'utilisation des réseaux sociaux, l'usage généralisé des téléphones portables, c'est un fait. Et dans une guerre maintenant totale comme on a, la guerre de l'information, elle est aussi une guerre totale. Un autre point, par exemple, les soldats russes ont volé plein de téléphones portables Apple, donc des iPhones, et même aussi des iPods, donc des écouteurs. Il faut savoir que maintenant, tous ces systèmes sont géolocalisés et géolocalisables. Et donc, on peut suivre ces soldats russes pilleurs, on peut les suivre maintenant, parce qu'ils ont oublié que ces outils les géolocalisaient. On est vraiment dans une évolution majeure de la guerre de l'information qui est incroyable, quoi, en fait. Et la question qui se posait, était est-ce que les groupes criminels russes, comme Fanzibir, Kozibir et les autres, qui travaillaient pour des services russes, est-ce qu'ils sont au chômage ou est-ce qu'ils ont changé d'approche? Parce que ça semble quand même un peu Alors moi j'appelle, parce que je pense qu'il est difficile pour l'administration russe d'embaucher des experts cyber à des salaires convenables. Donc, ils utilisent des corsaires. Et puis, quelque chose de très récent, en fait, hein, c'est il y a 15 jours, et c'est pareil, c'est très étonnant que les Américains aient communiqué.
ils ont dit ouvertement, hein, donc c'est Anne Numberger qui est la représentante de l'experte cyber venant de la NSA, conseillère de Biden, qui a dit que les Américains ont lancé une opération offensive pour détruire les implants qu'ils avaient détectés. Hein, donc des implants, c'est des malwares qui sont implantés dans des infrastructures informatiques critiques d'un pays pour exploser au moment où on veut que ça explose. Alors, on engagé des énormes moyens de guerre électronique. Hein, donc on voit des camions gigantesques qui servent à brouiller les GPS. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que en faisant évoluer le logiciel, donc les équipes d'Elon Musk ont réussi à contrer ce brouillage du GPS, et simplement en une journée. Alors d'ailleurs, ça a étonné énormément le Pentagone américain, parce qu'ils se sont dit, mais regardez, une entreprise privée, ce qu'elle sait faire, nous, on aurait mis 6 mois à faire bouger nos systèmes, alors que regardez, donc ça pose beaucoup de questions sur finalement les usages de technologies civiles dans des systèmes militaires. Les Ukrainiens, peut-être avec l'aide d'autres, hein, ont réussi à voler l'identité de 150 000 soldats russes, avec les photos et tout. Donc, ils diffusent ces informations-là. L'armée ukrainienne utilise énormément la reconnaissance faciale. Oui, donc ils prennent en photo les cadavres et donc ils identifient la personne en disant bah oui. Et donc ils envoient l'information après sur les réseaux sociaux en disant un tel a été tué. Et ils téléphonent à la famille en disant voilà. Donc il y a une utilisation aussi par les Ukrainiens de cette guerre de l'information. On s'aperçoit que dans certains cas maintenant, ça devient même un élément de la guerre, puisque on voit par exemple, on a vu en Ukraine, on a vu des gens qui filmaient avec leur portable des chars, par exemple, russes ou ukrainiens, et qui envoyaient l'information aux militaires, et les militaires en profitaient pour monter une embuscade ou faire des tirs et autres. Donc on voit qu'il y a un mélange. La guerre devient totalement différente de ce qu'elle était avant, puisque les civils participent. Hein, et dans tous les sens, comme vous l'évoquez. Quand on est capable de faire une cartographie d'un théâtre militaire, plus précise que ce que font les militaires en général, enfin ce que faisaient les militaires, il est évident que ça change les règles du jeu et la compréhension des problèmes. Donc l'image à laquelle vous faites allusion, c'est un missile KH-31P qui est dédié à détruire les radars, et notamment c'est ce qui a été utilisé dans le début de la guerre. Et le 24 février, effectivement, on voit ce missile, ce morceau de missile qui tombe au sol, et dans l'environnement, ce qu'on voit tout autour de ce missile, on peut reconnaître des éléments caractéristiques du décor. On voit par exemple le terme apteka en cyrillique, qui veut dire qu'il y a une pharmacie. Donc on recherche à partir de cette simple indication la liste des pharmacies qui se trouvent dans Kiev. À partir d'autres éléments du décor, la couleur d'une rambarde, on va pouvoir identifier le lieu et on finit par trouver exactement le jardin. Alors il y a un vrai problème derrière que par contre on n'évoque pas assez ou pas souvent, c'est que on peut aussi se faire totalement désinformer, c'est-à-dire qu'on peut avoir de fausses informations qui sont envoyées pour nous lancer sur d'autres idées. Alors j'aimerais que vous en parliez, parce que ça aussi c'est un domaine que vous connaissez bien. Et pour l'Ukraine, où Dieu sait si des deux côtés la manipulation de l'information est totale, parce que là aussi on est dans une guerre totale, c'est clair, c'est intéressant de voir comment comment les experts peuvent arriver à détecter, à décoder, à dire non, ça c'est pas possible, c'est faux. Ou cette image qu'on nous montre aujourd'hui d'horreur, en réalité elle a été prise il y a 6 ans ou il y a 10 ans dans tel autre endroit. D'ailleurs, il y a en fait 2 questions dans votre question. Oui. La première, c'est la sécurité des civils qui vont éventuellement prendre ces images. Oui. L'Ukraine a demandé officiellement à ses concitoyens de pouvoir collecter les données, de les partager au profit des militaires. Mais à ce moment-là, il ne faut pas forcément les partager sur les médias sociaux, parce que quelqu'un qui prendrait une photo de sa fenêtre, si on pouvait derrière le reconnaître une fois que la zone est occupée, éventuellement cette personne est en danger. Donc c'est ce qu'on appelle l'obsèque, être capable de ne pas se mettre soi-même en danger, voire même dans certains cas, on a le cas d'un soldat ukrainien qui fait un selfie. Au début de la guerre, ils étaient quand même très confiants parce qu'ils arrivaient à renverser les situations, à faire des contre-offensives victorieuses. Et il y en a un qui prend un selfie avec toute son escouade dans un gymnase, ce qui a permis en un quart d'heure d'identifier ce gymnase et donc d'avoir un tir d'artillerie sur ce lieu. Donc il faut aussi faire attention. Oui. Certaines informations, on sait aussi que les Russes demandent, quand ils attrapent des civils, ils vérifient ce qu'il y a dans leur téléphone portable. Oui. S'ils ont échangé avec des militaires,
Et les civils, ils disparaissent aussi. Oui, parce S'il y a qu'ils des sont considérés à ce moment-là comme des militaires et comme des espions. Comme des collabos, je ne sais pas Comme comment des ils vont les collabos, oui, considérer. c'est ça. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, parce que ça explique un certain nombre de choses qui sont passées. Vous avez raison de le mentionner. Il y a beaucoup de civils ukrainiens qui ont été assassinés parce qu'ils avaient envoyé participé des à la... photos, ils participaient à l'effort de guerre de l'autre côté. Exactement. Hein, donc en territoire ennemi, considéré comme territoire occupé, considéré comme territoire ennemi par l'occupant, il est évident que ça a des conséquences. Comme vous savez, l'Ukraine et la Russie sont des pays qui sont parmi les plus grands fournisseurs de blé au monde. Hein. Or, il se trouve que avec la guerre en Ukraine, évidemment, il va y avoir des problèmes énormes de production. Et dans certains pays, en Afrique en particulier, où il y a une dépendance totale de ce blé venu d'ailleurs, eh bien, ça peut avoir des conséquences dramatiques allant jusqu'à la famine. D'abord, c'est que la Russie, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'elle a considérablement augmenté sa production de blé durant les dernières années. Et pourquoi? Parce qu'elle a compris que c'était une arme de guerre dans le conflit dans les tensions internationales, au même titre que le gaz ou le pétrole. Tout le monde parle du gaz, peu de gens parlent de la capacité des Russes à fournir du blé. Et il y a un point qu'il ne faut pas oublier, parce que quand on voit ce qui est en train de se passer en Ukraine avec les Européens, les Russes commencent à différencier les pays amis de la Russie et les autres. Et quand on parle de tarifs, je fais partie de ceux qui pensent que dans le futur, et ça sera une arme internationale formidable pour les Russes, ils feront un prix plus bas pour les pays extérieurs comme l'Afrique, parce que ça les fera bien voir, que bien sûr ceux qui fourniront pour des pays qui n'ont pas été de leur côté. Donc on est vraiment dans une arme stratégique. Et ça me paraît très important. Si on associe le premier producteur mondial de blé, qui est la Russie, et le 5e producteur mondial de blé, qui est l'Ukraine, on est pratiquement 94 millions de tonnes de céréales, donc du coup, qui sont indispensables pour l'Afrique. Un chiffre qui nous vient de la FAO. Il y a eu une réunion il y a quelques semaines en pleine crise, en pleine guerre ukrainienne. 36 des 55 pays qui sont qualifiés appartenant donc à cette zone rouge de stress alimentaire achètent du blé ukrainien et du blé russe. Donc 36 des pays ont un impact direct. On pourrait même prolonger et préciser la chose. 500 millions d'Africains vivent dans des pays dont la dépendance est supérieure à 50% du blé provenant de la Russie, 20%, et du blé provenant de l'Ukraine, à peu près 10%. Ne jamais oublier que l'Ukraine et la Russie sont les premiers producteurs d'engrais, et comme 70% de la production d'engrais va être diminuée cette année, la productivité agricole en Afrique va aussi en pâtir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur OpenBox TV et vraiment nous tenions à vous en remercier avec Alain Juillet. Et nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir sur Tipeee pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.